C'est toujours mystérieux le lancement des vidéos Facebook. On dirait l'histoire du chat de Schrödinger. On ne sait pas si on est là ou pas. Et on a un gros nez. Quand les gens nous verront après le confinement, ils vont dire mais c'est pas vous, je vous reconnais pas. Ah voilà. Bonjour, c'est Alain Bron. Bienvenue sur une des vidéos du festival Quartier du Livre à Paris. Je voudrais remercier tout d'abord Marie-Catherine Conti, que voilà. Bonjour. Comédienne, metteur en scène. Elle va lire en direct, exercice périlleux, des extraits de 3 de mes romans, Mots fléchés, 26e étage et Le monde d'en bas. Ces livres sont parus aux éditions In Octavo. On va commencer par le premier livre qui s'appelle Mots fléchés. L'histoire se passe dans une vallée perdue de l'Ardèche où on trouve un jour quelqu'un d'assassiné. C'est banal pour un polar, évidemment. On accuse le voisin qui va en prison, mais la famille a un doute. Elle fait appel à Quentin. Quentin est journaliste, seulement il ne fait que des piges pour des mots fléchés, pour des recettes de cuisine et pour des horoscopes. Des horoscopes, entre parenthèses, bidons. Il ne connaît rien du tout en investigation. L'histoire commence comme ça. A souvent la goutte. En 7 lettres. Robinet. Pas mal. Pas mal du tout. Sans crier gare, la définition des mots croisés surgissait à l'esprit de Quentin. Il pouvait être en pleine discussion, lire ou écrire autre chose, prendre sa douche, se raser. Subitement, ses yeux brillaient, ses mains cherchaient fébrilement son carnet pour noter sa trouvaille. On préfère les suivre qu'être à leur tête, en 11 lettres. Funérailles. Outre les grilles de mots et de chiffres et les horoscopes, il contribue à des magazines culinaires où, toutes les semaines, il livrait des recettes simples et originales. Les recettes, c'était son activité la plus réjouissante. Chercher des formules dans de vieux bouquins, passer devant le fourneau, puis se régaler à table. Le procédé, bien au point depuis plusieurs mois, souffrait de quelques exceptions. Quand les ingrédients n'étaient pas de saison, il préférait retarder la publication des recettes. Contrairement aux horoscopes, la rigueur était de mise. On ne plaisante pas avec la gastronomie. De même, quand il n'aimait pas certains légumes, il confiait les tests culinaires à Elsa Ligier, une personne honnête et pointilleuse. Ainsi, en était-il des choux de Bruxelles. Quentin en détestait tout autant l'odeur que le goût. C'est pourquoi il attendait le verdict d'Elsa avant d'envoyer la recette à un magazine de loisirs. Choux de Bruxelles aux châtaignes. Jetez les châtaignes 10 minutes dans l'eau bouillante, puis épluchez-les. Après cuisson des choux dans l'eau salée, 10 minutes, égouttez-les, coupez les châtaignes en fines lamelles et faites-les revenir dans le beurre avec l'oignon émincé. Salez, poivrez, ajoutez les choux et mélangez délicatement. Laissez cuire un quart d'heure. Servir avec des saucisses ou des côtes de porc grillées. Quand ce fameux jeudi le téléphone sonna et qu'il reconnut la voix d'Elsa, il posa immédiatement la question. « Alors, ces choux de Bruxelles ?»« Je n'ai pas eu le temps. » Quentin fit une grimace. Tout en reconnaissant les grandes qualités de son aide culinaire, il n'avait jamais pu entretenir une relation normale avec elle. Elsa l'énervait. Et pour l'heure davantage encore, car il devait envoyer sa recette le lendemain midi, dernier carat. « Mais tu m'avais promis. »« Je t'avais promis, mais entre-temps, il y a eu ce meurtre à la Blachette qui m'a tourneboulé. Alors les choux de Bruxelles sont passés à la trappe. » Très embêtant, ça. Pas tant que la mort d'un homme et l'inculpation d'un autre. « Mais tu ne connais ni l'un ni l'autre. »« Que tu dis ?»«
Élirour est mon cousin par Gabriel et Adélaïde. Et Adélaïde, c'est ma tante. Bec cloué. Quentin dut l'admettre. Dans la montagne ardéchoise, tout le monde cousinait avec tout le monde. Même le hameau le plus isolé tissait des liens invisibles avec les vallées alentour. Quand un pays se dépeuple, le cousinage reste l'ultime recours. Et quand un cousin est affecté, c'est toute la famille qui est atteinte. J'aurais besoin de toi, Quentin. En quoi puis-je t'être utile? Eh bien, Elsa Ligier marqua un temps. Eh bien, je crois qu'Élirour n'a rien à voir avec ce meurtre. Il est tout sauf un meurtrier. Alors j'ai pensé que, comme tu es journaliste, je ne suis pas journaliste, je suis pigiste. Mais c'est tout comme. Les gens savent que tu écris dans les journaux. J'ai pensé donc que tu pourrais refaire l'enquête. Hein? Oui, tu pourrais facilement interroger les gens et remonter au vrai coupable. Mais j'ai jamais fait ça, moi. Tu cherches bien aux archives et dans les vieux bouquins. Là, les bouquins, ce sont les gens. C'est pareil. Non, 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 non. Elsa se fit douce et rassurante. Quentin, je te promets de t'aider. Il se tut et son silence avoua une faille. Elsa s'y précipita. Je te promets de cuisiner les choux de Bruxelles. Ce soir? Ce soir. Voilà, j'espère que vous avez bien retenu la recette. Mots fléchés est publié en format poche aux éditions In Octavo. Le deuxième livre s'intitule 26e étage. C'est l'histoire d'une entreprise florissante qui néanmoins va licencier des milliers de personnes. C'est une fiction, hein, ça n'arrive jamais dans la vraie vie. Le personnage central est très différent des autres. Il s'appelle Thomas et c'est le seul qui va imaginer la suite des événements. Ce livre a obtenu le prix de la Bibliothèque nationale de France et du Fonds Handicap. Marie-Catherine. Cette nuit-là, Thomas perçut un bruit inhabituel, un bruit infime, un bruit que même du Guesclin, son chien, n'avait pas daigné signaler. Du reste, du Guesclin ronflait comme un bienheureux au pied du lit. Thomas se concentra et essaya d'interpréter le bruit. Très faible choc, régulier, mais amorti. Des gouttes d'eau. Des gouttes d'eau qui tombaient d'un plafond sur un carrelage. Non, sur un parquet plutôt. Un parquet qui n'était pas dans son appartement, mais dans celui du 2e étage. Donc, la fuite venait du 3e. Thomas eut une pensée pour Monsieur Moineau, le malheureux locataire du dessus. Il se réveillerait vers 7 heures et poserait ses pieds nus sur une flaque froide comme un procès-verbal. Et là, sans nul doute, tout l'immeuble tremblerait. Thomas lança son bras droit vers la table de chevet et attrapa son réveil. De son index, il suivit délicatement la petite aiguille, puis la grande. 5h20. Trop tôt pour se lever. Il ne voulait pas réveiller sa sœur et son beau-frère. Du Guesclin émit un gémissement baroque dans l'obscurité. L'obscurité. Thomas y vivait depuis plus de 20 ans. Il était aveugle. Thomas entendit chanter la bouilloire électrique. C'était l'heure de bouger. Il enleva son haut de pyjama, le plia et le glissa sous l'oreiller. Sur la tablette à gauche du lit se trouvait le linge du jour. De gauche à droite, le slip, le tricot de peau, les chaussettes. Marie-Laure, sa sœur, les avait préparés la veille au soir, comme tous les soirs. Marie-Laure frisait la cinquantaine. Elle avait 13 ans, 2 mois et 5 jours de plus que lui. Précision franc-comtoise. Elle n'avait pas eu d'enfant.
Son mari, Jackie, n'en avait pas voulu. Du moins, c'est ce qu'il clamait sur les toits. Elle n'en souffrait pas. Elle avait Thomas. C'est ce qu'elle disait à ses copines de bureau. À ses amis proches, elle confiait que la cécité aurait pu se reporter sur sa descendance. Saloperie de maladie congénitale. L'oncle et le grand-père ont déjà eu la canne blanche. Alors question bébé, mieux vaut mettre ça dans sa poche avec son mouchoir par-dessus. Marie-Laure et son mari travaillaient pour la ville de Paris. Elle était employée à l'état civil de la mairie du 1er arrondissement, lui au service technique. Pas vraiment au CAC 40, les époux Gorlinski. Thomas enfila son slip et sortit de sa chambre. Direction la salle de bain. 4 pas tout droit, un demi-pas à droite, un pas tout droit, la planche à hauteur de ceinture sur sa droite, traversée du couloir, l'index sur le mur, porte de la salle de bain, 2 pas, volet coulissant de la douche, petite marche, le robinet d'eau chaude à gauche, le froid à droite. Première goutte glacée. Au bout d'un moment, l'eau devenait tiède. Sauf quand Jackie s'activait dans la cuisine. Thomas l'avait toujours suspecté de tirer l'eau chaude pendant sa douche. Il hésitait au sujet de son beau-frère. Bêtise ou perversité? Peut-être les deux. Une fois rincé, sortir au plus vite. Il n'y avait pas de chauffage dans la salle de bain. Serviette en face, rasoir électrique sur la tablette du haut, bouton marche-arrêt repéré, clic, bzzz. La main gauche posée sur le lavabo, Thomas se rasait devant le miroir, comme il se coiffait devant le miroir. Un réflexe. La dernière fois que Thomas s'était vu dans un miroir remontait à 25 ans. Il avait 12 ans. Boucle blonde, fossette, sourire d'ange. La rétinite pigmentaire allait mettre 4 ans à manger ses yeux. Un tunnel de plus en plus étroit et sombre. Les bâtonnets avaient été détériorés les premiers, ensuite les cônes de la vision centrale, et puis plus rien. Thomas avait 16 ans. Aveugle tardif, avait dit l'ophtalmologiste. Thomas aurait préféré naître aveugle. Par grosse déprime, il disait vouloir ne pas être né du tout. Mais quand il sentait la présence d'autrui, toujours, il souriait. « Tiens, voilà le ravi de la crèche, disait Jackie. Thomas ne lui répondait jamais, mais n'en pensait pas moins. Il rangeait son beau-frère dans la catégorie râleur indécrottable. Le sourire de Thomas, un sourire rayonnant, généreux, communicatif. Un sourire qui encourageait les autres à jouir de leur sens, tout leur sens. Un sourire qui culpabilisait ceux qui voulaient voir sans être vus. Une fois la toilette terminée, Thomas revint dans sa chambre. À gauche, en entrant, étaient pendus ses habits du jour. Dans l'ordre, la chemise, le pantalon, le gilet, la veste. Tiens, Marie-Laure avait choisi la veste d'hiver, qui reconnut au toucher chevron, épais et pièces de cuir au coude. Sa sœur avait toujours eu bon goût. Jamais il n'avait entendu quelqu'un ricaner sur sa tenue ou glisser des réflexions désobligeantes. Bien au contraire. Au bureau, c'était « Très chic aujourd'hui, Thomas » ou encore « Pas mal ta cravate ». Thomas savait très bien nouer les cravates, pour son usage personnel et même, dans les grandes occasions, pour son beau-frère Jackie, lequel n'avait jamais voulu apprendre. Pour ce que ça sert. Après s'être vêtu, Thomas rejoignit Marie-Laure à la cuisine. Couloir, 7 pas tout droit, 3 pas à droite. La petite table ronde pouvait accueillir 3 chaises. Il s'assit sur celle qui lui était réservée, à droite près du mur. Le café chaud et sucré l'attendait, ainsi que 3 tartines à la confiture. « Tu as bien dormi ?» demanda Marie-Laure. « J'ai l'impression qu'il y a une fuite là-haut. Les gouttes m'ont réveillée. Alors on ne va pas tarder à entendre le voisin hurler. » De fait, quelques secondes après, Moineau, le voisin, hurla. Le chien n'aimait pas les cris du voisin. Thomas le rassura d'une caresse entre les oreilles et lui donna un petit morceau de tartine.
Bon, il était temps de partir. Le chien se leva quand son maître se leva. Marie-Laure s'essuya les lèvres avec une serviette, vérifia la tenue de son frère, rectifia le col, enroula une écharpe autour de son cou, l'aida à passer son manteau et à enfiler son sac à dos. Le tout sans un mot. C'était un extrait de 26e étage. Le troisième livre s'appelle Le monde d'en bas. Ettore est un Italien qui militait au sein des Brigades Rouges dans les années 70. Réfugié dans les sous-sols de Paris, il est poursuivi par ses anciens camarades, pour de bonnes raisons, par la police, pour de très bonnes raisons, et par un éditeur qui rêve de publier ses mémoires. Nous allons retrouver l'un des premiers passages du livre avec Marie-Catherine. Autre ambiance. Gianfranco raccrocha. Il passa la main derrière sa tête et esquissa un sourire triste, presque incrédule. 34 ans. Il avait attendu 34 ans pour revoir Ettore Bisoli, le revoir et le tuer. Pendant des mois, Gianfranco avait arpenté le secteur, interrogé les concierges, surveillé les boîtes aux lettres, pour finalement s'orienter vers les sous-sols de Paris. Il avait en effet acquis la certitude qu'Ettore vivait dans une cave, quelque part sur la rive droite, dans un triangle entre Concorde, les Halles et la Bourse. Ettore en ressortait nécessairement de temps à autre, pour acheter l'essentiel ou pour manger. Et la semaine précédente, Gianfranco l'avait repéré dans un restaurant du Carrousel au Louvre. Ettore avait commandé un plat japonais, l'avait englouti en moins de 10 minutes et s'était dirigé vers la station musée du Louvre. Là, il avait tranquillement ouvert un portillon côté tunnel et avait disparu 10 mètres plus loin. Gianfranco n'avait plus qu'à planquer, ou mieux, demander de planquer, moyennant quelques billets, à une famille de sans-papiers qu'il avait repérée. Enfin, il le tenait. Enfin, il allait lui faire regretter la trahison et le mensonge. Gianfranco inspira profondément. Son regard fixe, ses mâchoires serrées exprimaient une grande détermination. Il empoigna son téléphone et tapa un message. X, localisé à l'endroit décrit hier. Phase C, en cours. Gianfranco avala son café, prit son Beretta 9 mm, le glissa dans la poche de son impair et quitta son minuscule studio du dernier étage d'un immeuble situé rue des Petits Champs. La station musée du Louvre se trouvait à 5 minutes à pied. Sous une pluie battante, il traversa les jardins du Palais Royal, puis entra dans le métro par la place Colette. Arrivé devant les portillons, il inséra un ticket et marcha d'un pas rapide vers le quai, direction La Défense. Là, il retrouva sans difficulté les Roms. Il échangea quelques mots avec eux et leur remit quelques billets de 10 € avant qu'ils ne déguerpissent dans un couloir. Gianfranco se rendit alors jusqu'au bout de la plateforme et, muni d'un pass, déverrouilla la barrière vitrée qui donnait sur le tunnel du métro. De son côté, Ettore observait le quai sur son moniteur. Les 4 Roms occupaient ces sièges baquets mauves qui font reconnaître la station entre toutes. Ils semblaient patienter tout en discutant ferme. Soudain, un type s'approcha d'eux. Taille moyenne, un père trempé, casquette de toile, moustache. Pas très nette l'image. Ce pouvait être n'importe qui. Impossible de reconnaître le personnage. Il leur demanda quelque chose, puis, tranquillement, il s'approcha de la barrière. C'était le moment de débrancher le moniteur, de tout ranger dans le sac à dos, de neutraliser l'interrupteur et de se cacher plus loin dans le passage.
Ettore attendit dans l'obscurité, le cœur battant. Quelques secondes après, il entendit un cliquetis de serrure. La porte s'ouvrit dans un long grincement. Avec elle parvint dans la coursive une bouffée de cet air chaud qui emplit le métro, un air chargé de particules grasses et électriques. Aussitôt, une lumière intense balaya le conduit voûté. L'intrus possédait une torche surpuissante. Ettore bloqua sa respiration. L'homme donna un coup de projecteur sur sa droite, puis sur sa gauche. Il semblait hésiter. Entre, entre, mon petit père. Tu verras comme il fait bon dans les égouts. Tu vas regretter le mois d'avril sur les quais de Seine. L'homme pénétra dans l'étroit goulot et avança prudemment. Ettore se glissa dans la coursive sur la pointe des pieds et repoussa la porte brusquement. Il alluma sa lampe frontale, prit la bonne clé, l'enfonça dans le barillet et tourna. Au moment où il la retirait, un coup de feu retentit. Une balle fracassa la serrure, il s'écarta de justesse. « Ah, là ce n'est plus dans mes plans, pensa Ettore. Il éteignit sa lampe, empoigna sa barre de fer, recula de 2 pas et plaqua le dos au mur. Le battant s'ouvrit d'un grand coup de pied. Ettore n'offrit pas l'occasion à son agresseur de se tourner vers lui. Il abattit sa barre contre la torche électrique, laquelle se brisa sur le sol. Pistolet contre barre de fer, la lutte s'avérait inégale. Dans l'obscurité, Ettore s'approcha de l'issue qui donnait sur le tunnel du métro. Il détacha sa lampe frontale, la fixa au bout de sa barre, l'alluma et fila, le corps frôlant le mur et le bras tendu. L'homme tira 2 coups de feu, puis s'élança à la poursuite de la lumière. Parvenu à la porte, Ettore envoya sa lampe vers les rails. L'agresseur suivit instinctivement la lueur, heurta la rambarde et bascula sur la voie au moment précis où une rame arrivait. En s'échappant vers les égouts, Ettore lança « È pericoloso sporgersi !» Voilà. Le monde d'en bas. Voilà. En conclusion, je voudrais remercier chaleureusement Marie-Catherine pour ces 3 moments, ces 3 personnages, ces 3 univers. Merci à vous tous à l'écoute pour vos appréciations, vos commentaires. Demain, même lieu, même heure, une nouvelle vidéo du Festival Quartier du Livre. À bientôt. Au revoir. Même lieu, c'est pas le même lieu. Ce ne sera pas ici. Oui. J'ai un gros nez, non ?